Alors les gars, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé cette phase de playoff, première phase de playoff de l'histoire de la Champions, vraiment belle. Une superbe semaine de football européen de Bergame à Munich, où c'était méga chaud, au Philips Stadion d'Eindhoven, un petit peu de partout, aux quatre coins de l'Europe, des matchs historiques pour certains clubs, des pépites qui ont émergé, dont on va peut-être beaucoup parler sur les prochaines années. Et ouais, juste belle semaine de foot, pour nous donner donc notre Final 16. Alors quelqu'un m'a dit en commentaire l'autre jour que ça devrait pas s'appeler playoff, ça aurait dû s'appeler play-in, ce qu'on vient de vivre. Et ouais, il a totalement raison. C'était des vrais play-in pour accéder à ce qu'on connaît de mieux, les huitièmes de finale de Champions. Tirage au sort demain et tirage au sort en live sur la chaîne demain. Rendez-vous 11h, on sera là. On fera la Ligue des Champions, on fera même l'Europa League. Il y a un club dont le destin m'intéresse beaucoup. À partir de 11h, rendez-vous et on va discuter bien tranquillement pour parler foot européen. En attendant, votre récap est là. Parce qu'il y a 8 matchs qui m'ont beaucoup plu cette semaine et le premier, je l'ai vu, je me suis régalé. Bruges écrit l'histoire. Je pense que c'est pas un titre excessif. Parce que oui, Bruges a déjà vécu quelques très beaux parcours européens. Littéralement, ils ont fait une finale de C1 en 78. Ils ont perdu contre Liverpool en finale. Liverpool de Dalglish, le seul buteur du match. Donc ouais, ils sont allés quasiment tout en haut. Mais c'était une autre époque. Et depuis le passage à la Champions League ère moderne 1992, je suis allé checker, ça m'a surpris, mais c'est vrai, ça correspond à aucun de mes souvenirs. Jamais un club belge, Champions League ère moderne, n'avait remporté un tour à élimination directe. Alors, c'est pas un huitième de finale, et Bruges était en huitième de finale il y a 2 ans, c'est pas un nouveau rang pour eux, mais par contre, la performance, le moment, je le trouve assez historique pour le foot belge. On peut ajouter à ça en plus que contre l'Atalanta, ils étaient face à la meilleure équipe sur le papier des playoffs, ceux qui avaient fini 9e. Bruges était 24e. Dès la première édition des playoffs de la Champions, on a donc une 24 seed qui bat une 9 seed. En tout cas, un vrai grand écart réalisé par nos amis brugeois. Une célébration splendide au coup de sifflet final avec les supporters. Ah ouais, c'était juste très beau, franchement, un super beau moment. Et ils l'ont mérité parce qu'ils sont tellement bien joués. Les copains de Jutgla, de Tsolis, mais aussi de Maxime de Kuyper là, qui surgit sur Quadrado pour aller gagner un ballon à la médiane. Ensuite, mais Jachari, il a été man of the match, a raison. Il a été immense, absolument immense. Petite talonnade de Kuyper, Van Aken en une touche dans le grand espace qui balance pour Jutgla, qui décale pour Shemsin Talbi. Quel petit crack. Le 1-0 au bout de 2 minutes et déjà la folie dans les tribunes visiteurs. Franchement, ils ont démarré cette rencontre pied au plancher. Brandon Mekele, dont on avait parlé la dernière fois aussi, a été hyper solide. Là, je pense sur Martin de Roon. Et derrière, Jachari, la percée. Quel petit crack, ce jeune monténégrin suisse, là, je crois déjà international suisse. Il a fait très mal. L'incursion, le service pour Tsolis, qui bute sur Karneseki, mais ça revient dans l'épée de Talbi, qui finit 2-0 au bout de 27 minutes. Et ouais, c'est déjà un immense pas fait vers la qualif. L'Atalanta doit en planter 3 désormais pour ne serait-ce qu'aller en prolongue. Et ouais, j'ai trouvé encore une fois Jachari hyper costaud, l'ouverture pour Jutgla dans la profondeur. Sa frappe, elle va échouer au ras du montant de Karneseki. Bruges a eu un petit peu de réussite aussi. L'Atalanta a eu des occasions, c'est clair. Il y a Mignolet qui repousse ici, il y a le poteau ensuite, et sur l'action d'après, juste sur la transition de cette énorme double triple occasion pour l'Atalanta, on a un contre mené par Van Aken, Tsolis qui décale Jutgla, frappe laser extérieur de surface, c'est une frappe à genre 0,09 XG, je suis allé checker sur FootMob, qui rentre 3-0 à la mi-temps, c'est plié, malgré l'entrée de Lookman, qui marque 30 secondes plus tard pour réduire à 3-1, qui a un penalty même, qui est stoppé par Mignolet. Et il est assez mal tiré, très axial, le penalty de Lookman. Bruges a résisté derrière. Toloi a pris un des cartons rouges les plus ridicules que j'ai vu de ma vie. Il y avait un choc avec De Kuyper, mais derrière, c'est lui, il lançait le ballon, il rate, il tombe, il prend son rouge. L'Atalanta est dehors. Le vainqueur de l'Europa League est dehors et la deuxième meilleure équipe en différentiel d'XG sur la phase de Ligue, juste derrière le Barça, est dehors. La deuxième meilleure attaque derrière le Barça est dehors. Jachari est l'human of the match, totalement logique, malgré le doublé de Talbi, que j'adore. J'avais énormément parlé au match aller, malgré le doublé de Shemsin Talbi. Je trouve ça totalement logique.
que Jachary soit élu homme du match parce qu'il a été spectaculaire de partout. Et Bruges écrit son histoire de fort belle manière. Je pensais pas qu'il le ferait contre l'Atalanta avant le match aller. Par contre, je les voyais se qualifier après le match aller parce que c'est ce qu'ils avaient montré collectivement. Ils étaient nettement au-dessus, mais je pensais pas qu'ils le feraient en remportant le match retour. 2 matchs remportés en tour à élimination directe contre le meilleur qualifié de ces playoffs. Énorme performance des Brugeois et un moment d'histoire pour le foot belge. Alors, un autre club du Nord, aussi en déplacement en Italie, avec un avantage acquis à l'aller à conserver, pour écrire une très belle page de son histoire. Et ouais, comme Bruges, Feyenoord l'a fait aussi. Alors, à San Siro, pourtant, ils ont été très très vite en difficulté, littéralement sur le coup d'envoi. Santiago Jiménez passe un dribble là, entre Small et Hansko. Et on se dit, ok, ça va être un Santiago Jiménez différent du match aller où il avait été invisible, muselé. Il chauffe les supporters sur le corner qui suit. Pulisic, Malick Thiaw et Santiago Jiménez seul au second poteau, qui prend le dessus sur Belen. Invisible à l'aller, l'ex-Rotterdamer a déjà puni son ancien club et la soirée s'annonce très longue pour Feyenoord. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils ont plutôt pas mal réagi et surtout que Milan, dans ce match que j'ai vu aussi avant-hier soir, à 18h45, je trouvais que Milan a eu du mal à appuyer là où ça faisait mal au moment où ils auraient pu le faire. Avec un adversaire dans les cordes comme ça qui, à San Siro, prend le premier but du match, première minute, déjà tout est à refaire. Tu dis, ouais, il y a moyen de faire mal, et pourtant, c'est là qu'on a vu que c'était pas une équipe fonctionnelle encore, cet AC Milan. Le pressing, par exemple, marche pas. Félix avec un temps de retard. Là, pareil, tout le monde, Reinders, Théo, et finalement, c'est pas trop difficile pour Feyenoord de se sortir de la pression, d'aller attaquer ensuite le dernier tiers avec Ajmoussa sur Pavlovic. Des déplacements intéressants. Et ouais, juste un AC Milan qui était incapable de vraiment faire mal à ce Feyenoord sur la durée. C'est là qu'on voit encore qu'ils sont pas très très bons. Léao aussi, il a eu quelques occasions, mais il a vraiment pas été clutch sur cette double confrontation. Et son match est raté. Le gros match raté, bien sûr, c'est celui de Théo Hernandez. Déjà, il prend jaune ici pour un accrochage. Beaucoup d'égo, je trouve, dans cet accrochage avec Ajmoussa. Ok, jaune juste avant la mi-temps. 5 minutes plus tard, en seconde période, simulation en pleine surface, le deuxième jaune, rouge, Reed qui lui dit c'est par là la sortie. Et ouais, Simone Marcignac qui n'a pas hésité, franchement, il a raison. C'est une simulation grotesque. Il laisse ses coéquipiers à 10 et tout change à partir de là. D'ailleurs, c'est très visible sur la barre de momentum faute mob. Ça, c'était l'AC Milan jusqu'au carton rouge de Théo et hop, jusqu'au but du Feyenoord. 20 bonnes minutes qui leur permettent de revenir dans ce match et de se qualifier. Franchement, tellement évitable, un peu débile. Et en plus, c'était une des zones de force, on sait, c'est une des zones de force historiques de cet AC Milan, le couloir Guépard-Panthère, Raphaël Leao, Théo Hernandez, ce centre là très dangereux quelques minutes plus tôt qui est coupé par David Hansko, même l'action de la simulation, c'est Leao en transition, le dédoublement extérieur de Théo qu'on connaît très bien, et ils font super mal là-dessus. Donc non seulement l'AC Milan se prive de cette arme offensive, dans un moment, voilà, à 50e minute, ils avaient 12 tirs à 2, aucun cadré pour le Feyenoord. À partir de ce moment-là, le Feyenoord met le pied sur le ballon à 10. Déjà qu'à 11 sans ballon, l'AC Milan, cet AC Milan n'est pas encore très fonctionnel. Mais à 10, ils ont énormément reculé. Il y a eu des moments flagrants comme ça. Juste entre Jiménez et Moussa, perte de balle de Yacoub Moder. Et les deux se regardent en mode, c'est à toi de la prendre maintenant. Santiago Jiménez part pour jouer le contre. Moussa dit que c'est Santiago le plus proche. Et du coup, Paijao, Hugo Bueno peuvent s'en saisir. C'est catastrophique. Et on voit la frustration de Reinders, de Malick Thiaw. J'ai vu une action comme ça, je me suis dit, il passe jamais. jamais une équipe comme ça passe des erreurs aussi flagrantes. Et ouais, sur ce côté gauche, Milan a souffert, beaucoup souffert. Centre, ici, pour Milambo, par-dessus. Pavlovic, il prend le dessus. Et l'action du 1 partout, c'est pareil. Hugo Bueno, qui a été décalé comme ça. Centre millimétré dans le dos. Quel très bon ballon. Et Bartesaghi, qui a vécu une entrée difficile. Entre Bartesaghi et Pavlovic, Prolian Carenza, sous la barre. 1 partout. Le truc, non seulement, c'est qu'ils égalisent là-dessus. Magnifique service. Mais c'est que derrière, ils ont eu une seule petite occasion sur coup de pied arrêté de Malick Thiaw. Rien du tout en 20 minutes.
25 minutes avec le temps additionnel. Et donc ouais, malgré ce mercato hivernal, c'est un vrai énorme échec pour les hommes de Conceição. Il a échoué. C'était un playoff à remporter. Feyenoord a un tir cadré, un but. Ils y vont. Et bravo à Feyenoord, mais c'est pour moi Milan qui s'est véritablement sabordé là-dessus. Et le vrai fautif, peut-être c'est lui, mais c'est surtout Théo Hernandez. Milan avait la partie en main avant ça. J'ai vu d'ailleurs que Feyenoord va quand même changer de coach. Ils étaient avec un entraîneur intérimaire depuis le licenciement de Brian Prisk, le Danois. C'est Van Persie qui va arriver sur le banc du Feyenoord pour des huitièmes de Champions, qui seront donc, pour le Feyenoord, ici, ce sera soit Arsenal, soit Inter, et honnêtement, je pense Feyenoord sort. Je pense quand même que c'est une des moins bonnes équipes de ces huitièmes de Champions. C'est pas du tout comme ce qu'a fait Bruges contre l'Atalanta, ou même le PSV Eindhoven. Je pense, dans ce match, j'ai appelé la partie Théo saborde Milan. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, ils ont tenu, et dans l'ensemble, je pense qu'ils ont quand même mérité leur qualif. Mais ouais, Milan va nourrir beaucoup de regrets. Waouh. Le Bayern rescapé. Alors ça, on l'oubliera un petit peu vite parce que le Bayern s'est qualifié, comme prévu, le Celtic a été éliminé, ok. Mais à mes yeux, c'est peut-être le match sur lequel je me suis le plus trompé de tous. Parce que le Celtic, honnêtement, c'était pas mal du tout. À l'Allianz Arena, déjà, le Bayern, c'est beaucoup plus fragile que ce qu'on pense. Contre Bratislava, déjà, j'avais vu des actions, je me souviens, je regardais des matchs en double écran, je fais wow, il concède, c'est quand même Slovan Bratislava en face, il concède 2, 3, 4 vraies occasions de but. Et là, pareil, sur ce début de match, le Celtic a fait méga mal. Alistair Johnston, Philippe Keun, l'ancien du Bayern, servi là par ce petit ballon par-dessus de Jota, magnifique. Il faut un bel arrêt de Manuel Neuer. Ouais, il était en forme. Le petit service ici, le jeu combiné avec Arne Engels qui centre Maeda et a rien de la mettre au fond. Et pareil, grosse erreur d'Upamecano ici. Le Celtic récupère un ballon dangereux. Si Maeda est un petit peu plus inspiré, Celtic prend l'avantage encore plus vite dans ce match. Franchement, très mauvaise entame du Bayern. Alors ouais, Kane a touché la barre là-dessus, mais il est sorti blessé à la mi-temps. On parle d'une touchée à un mollet absent ces prochains jours. Donc on verra s'il est remis pour un gros match de Bundesliga ce week-end contre Leverkusen et pour la suite en Champions. Mais ouais, mauvais Bayern qui prend le premier but à l'heure de jeu. L'anticipation de Kim, elle n'est pas payée et elle réussit pas à être suffisamment bien au contact. Ensuite, dans la profondeur, Maeda, grosse erreur de Stanisic, Kim, Guerrero, tout le monde est un petit peu en retard. Et même immense bourde ici de Kim, qui rate totalement son tacle sur Keun alors qu'il est devant. Et Keun qui est fini en 1 contre 1 contre Manuel Neuer à l'Allianz Arena. Il a longtemps rêvé marquer ici, il le fait. Le Celtic prend l'avantage. Ouais, cette défense, c'est un peu une cata. Et Kim ici, encore fautif. Dans un gros match de Champions. Keun qui est fini. Un partout. Certes, le Bayern rescapé à la fin, centre d'Olysée, la tête de Goretzka, elle est repoussée. Et Cameron Carter-Vickers, ouais, la remet sur Davies. Pauvre. Glaswegians, les pauvres gars du Celtic. Ils étaient pas loin de le faire, au moins d'aller en prolongation à l'Allianz Arena. Le Bayern est rescapé, le Bayern s'en sort. Mais quelques jours, hop. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de Leverkusen en plus. Leverkusen, c'était le week-end d'avant, c'était entre les deux week-ends. C'était entre ces deux matchs de Champions. Parce que malgré le sourire de compagnie, ça fait 2 matchs que le Bayern est en difficulté. Ils avaient 0,14 XG contre Leverkusen 1,80 il y a quelques jours. Ils ont été dominés dans ce match. Ils vont peut-être les retrouver en Champions. C'est Francfort que le Bayern joue ce week-end. Donc pas mal de gros matchs. Ils vont peut-être retrouver Leverkusen en 8e de Champions ou alors l'Atleti. Et dans les deux cas, ça va être difficile pour le Bayern. S'ils font pas mieux que ce qu'ils ont fait mardi soir. Alors, Monaco y était presque. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, à Benfica, pour le coup, ce qu'on avait dit, match nul, but de Pavlidis, c'est confirmé parce que défensivement, Monaco, c'est une catastrophe. Salissou avait été horrible au match aller. Là, pour le coup, c'est Singo, même si la passe en retrait n'est pas top non plus. Benfica s'en saisit. Pavlidis fait un petit taf sur Kerrer et sert Aktürkoğlu au second poteau. 1-0 pour les Lisbois. Je ne sais pas si la célébration, c'est Zorro ou Harry Potter de Kerem Aktürkoğlu, mais en tout cas, Benfica prend l'avantage. Et ouais, Pavlidis, ça a été top. Minamino égalise, donc réduit l'écart
sur la double confrontation. Et après, Monaco, ils ont montré de la qualité entre lignes. Honnêtement, comme au match aller, où il y avait eu des déplacements intéressants avec Akliouche, avec Ben Seguir, qui marque le 2-0 ici. En plus, Mbolo qui laisse filer entre les jambes. Très très bien fait. Monaco, 2-1 dans ce match, revient à 2 partout sur la double confrontation. Mais le problème, c'est défensivement. Ils n'ont aucun impact dans leur surface de réparation. Tellement d'erreurs. Le penalty concédé ici par Kehrer sur Aursnes, transformé par Pavlidis de partout. Et même si Eleni Kena profite aussi de la fébrilité défensive de Benfica pour marquer le 3-2, Troubine, un peu une cata là-dessus, faut dire. Malgré tout ça, ils se punissent eux-mêmes, encore une fois, en n'ayant aucune constance, aucune solidité. Petit ballon par-dessus de Carreras, Kökçü qui finit devant Kehrer. Ça fait 3 partout, et donc Monaco aura marqué 3 buts dans un match retour de Champions à l'extérieur, et malgré ça, il ne se qualifie pas. C'est la preuve que défensivement, voilà, c'est vraiment trop léger. Mais alors, Benfica a souffert, mais est passé. Je pense pour autant que l'aventure s'arrêtera là pour eux, parce qu'en face, Liverpool ou le Barça, ça va être trop compliqué pour eux, j'imagine. Et donc voilà, ça c'était les matchs de mardi soir. Mercredi, il y en a eu 4 autres. Et celui-ci, c'était hier soir pendant Real City. Il était très très intéressant. Le PSV Eindhoven l'a fait. J'ai regardé le résumé complet ce matin grâce à mes amis de NordVPN qui sponsorisent la vidéo. Comme vous le savez, j'utilise tout le temps NordVPN pour me protéger sur Internet, pour masquer mon adresse IP, très très utile, mais aussi pour accéder à du contenu géolocalisé. Alors pour le coup, il n'y a pas besoin de NordVPN parce que j'habite déjà aux Pays-Bas. Mais si par exemple vous avez envie de voir le résumé du PSV Eindhoven de 12 minutes en VO avec un commentateur en délire, etc., vous connectez sur le serveur virtuel néerlandais et désormais vous avez accès aux vidéos de Zygosport qui a tous les droits de la Ligue des Champions en plus réunis sur une chaîne très très pratique. Pareil pour la Première Ligue, sur Viaplay, etc. Ouais, j'adore les Pays-Bas pour ça, mais ça permet d'accéder aux services, au contenu géolocalisé d'absolument tous les pays, en Europe, ailleurs. Je ne peux pas vivre aujourd'hui sans un VPN et sans NordVPN. Vous avez accès, avec le lien en description, à une très très bonne offre de bienvenue. C'est 24 mois plus 4 offerts. Le total pour à peine plus de 80 €, donc ça revient à moins de 3 € par mois. Pour risquer un superbe service, sécurité, accès à du contenu en plus, je recommande fortement NordVPN. C'est en description, nordvpn.com/Willou. Et alors donc, ce PSV Eindhoven l'a fait. C'était un très très gros match au Philips Stadion. Malheureusement pour la Juve, au bout de quelques minutes, Renato Veiga, qui doit sortir sur blessure, encore des problèmes sur cette défense centrale, cette défense gauche de la Juve. Thiago Motta donc recompose un peu sa ligne en remettant Lloyd Kelly, qui était défenseur gauche, qui peut être défenseur central gauche aussi. Il a joué la moitié de ses matchs en carrière là. Et il fait entrer Cambiasso. Donc on a une ligne de 4 quand même assez expérimentale. Cambiasso, Lloyd Kelly, dont je ne suis pas fan dans l'absolu, Gatti et Timothy Weah. Le PSV Eindhoven a eu ses occasions, mais la Juve aussi, c'était assez équilibré franchement, jusqu'à l'heure de jeu. Le petit ballon par-dessus par exemple, de Weston McKennie par-dessus pour Kolo Muani, qui a une grosse occasion face à Benitez. Il n'aura pas planté là, et derrière le PSV puni, avec un très bon Noah Lang, aussi sur le match aller, il avait été remuant. La Juve avait du mal à le contenir, et il sert mon MVP, un de mes joueurs préférés du moment, tellement sous-coté, Ivan Perisic, qui avait inscrit un but sublime à l'aller, tout en contrôle. Au retour, son enchaînement technique est merveilleux, et sur ce côté gauche là, où la Juve est en grande difficulté, il punit Di Gregorio. 1-0 pour le PSV Eindhoven, qui recolle donc dans ce match. Ils avaient besoin d'une victoire, d'un but pour arracher les prolongations. C'est ce qu'ils vont faire malgré l'égalisation de Timothy Weah dans ce match. Frappe somptueuse et qui sort de surface. Quelle belle reprise. Lui, il est très très chaud, Weah. Mais Perisic a enfilé le costume de lumière. C'est l'homme des grands soirs. Il réussit un contrôle orienté. Là, le centre en retrait. Après un petit cafouillage avec Luuk de Jong, c'est Saibari qui surgit. 2-1 pour le PSV. Ils vont amener ce match en prolongue. Effectivement, les hommes de Peter Bosz, ils vont y aller en prolongue. Ils auraient même pu arracher la victoire et la qualif juste avant, avec ce déboulé de Noah Lang, qui a été top. Mais ouais, c'est en prolongue qu'ils vont le faire. Sur un coup de pied arrêté comme ça, et ce côté gauche, très très fragile. La Juve, son côté gauche, c'est un peu une catastrophe. C'est pour ça qu'on faisait ce trade l'autre jour, Vlahovic-Calafiori, dans la vidéo avec Stan. Et ouais, le bloc, l'écran de Luuk de Jong, c'est bien fait.
Un Bakayoko qui s'est en retrait, Gatti, Di Gregorio qui s'en mêle les pinceaux, et c'est mon boy Flamingo qui en profite. Le PSV Eindhoven l'emporte 3-1. Quelle grossière erreur ici. Mais ils ont su appuyer là où ça faisait mal, dans la zone où ça faisait mal pour Turin. Et malgré ce centre de Samuel Mangula, un des Rookie of the Year pour Vlahovic, tête qui heurte le montant, la Juve reviendra pas. Le PSV l'a fait. Quel magnifique qualif. Et ouais, véritable moment d'histoire aussi pour eux. Ils remportent un match à élimination directe de Champions. Ils retrouvent les huitièmes de finale où ils joueront Arsenal ou l'Inter. Ça va être costaud. Mais franchement, très très belle qualif du PSV. Et donc voilà pour nos matchs importants, on va dire. Dortmund Sporting, je ne sais pas quoi vous en dire parce que j'ai vu un court résumé, j'ai pas vu le match, ça a fait 0-0. Le seul truc, les hommes de Niko Kovac méritent leur qualif sur l'ensemble des deux rencontres. Guirassy a même raté un penalty, il aurait pu porter son total à 11 buts. C'est tout ce que je vous dirais là-dessus. On se penchera un petit peu plus sur ce Dortmund, mais qui ne me séduit pas quand je les vois en Bundesliga. On verra s'ils peuvent accrocher quelque chose. Ils sont dans une bonne partie de tableau pour le coup, parce que pour eux, c'est soit Lille ou Aston Villa. Ça pourrait permettre d'entretenir le rêve, pourquoi pas, d'un quart de finale. Mais ce sera aussi une bonne équipe à tirer, je pense, pour Lille ou les Villains. Ils seront contents d'avoir Dortmund plutôt que Liverpool ou Barça. Le Paris Saint-Germain, on a fait toute la vidéo sur eux hier déjà. Ouais, ils l'ont fait, nos amis parisiens. Luis Enrique, selon Foot Mercato, a fait taire tout le monde. La définition d'une vraie équipe, selon Vitinha. Je suis d'accord avec tout ça. Maintenant, il va pas trop falloir s'enflammer non plus. C'est un petit peu le propos de ma vidéo. Un Paris Saint-Germain en progrès sur tous ses principes. Les tiroirs bien remplis, les compartiments du jeu tous en progrès. De la qualité à la finition. Top Paris Saint-Germain. Il l'avait déjà montré contre City, contre Monaco. Des adversités même supérieures à Brest. Des équipes toutefois malades aussi. Maintenant, c'est le très très gros. Liverpool-Barça, c'est une des deux meilleures équipes du monde en face. Le Paris Saint-Germain, pour moi, est top 5. Je l'ai dit dans ma vidéo, top 5. Et pas forcément 5e d'ailleurs. Donc ça va être quel énorme kiff ce 8e de finale. Ça va être génial. Et il faudra être à la hauteur pour Paris. Mais quoi qu'il en soit, on va avoir, je pense, du très très haut niveau footballistique. Et enfin, le meurtre au Bernabeu, pareil. On en a discuté hier soir. Magnifique prestation des Madrilènes. Manchester City, en revanche, assez inquiétant. I am retiring from managing. This was the last straw for me, because there is no way I'm gonna get embarrassed like this by a Ninja Turtle. Évidemment, ça c'est faux, mais il y a quand même des questions pour Pep Guardiola, qui a prolongé à City, une équipe en véritable fin de cycle, qui était sans sa colonne vertébrale, Haaland, De Bruyne, Rodri. Ça joue bien sûr, mais parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui vont voir la fin arriver aussi. J'ai vu le match de Gundo, c'était une catastrophe absolue. Oh, ils ont commencé à faire du renouvellement. Marmouche, Roussanov, Vitor Reis, Nico Gonzalez. Ah, j'abandonnerai pas trop Guardiola. Je pense une saison ratée. L'année prochaine, ce sera différent. Mais ouais, c'est vraiment un exercice 2024-2025 cataclysmique pour Manchester City et il faudra s'en relever, c'est sûr. Même Pep, je ne vais pas dire ses jours sont comptés, mais il n'a pas un crédit illimité. Et déjà pour City, il faut retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. En Première Ligue, on en parle avec Stan tout à l'heure, mais en Première Ligue, il y aura du boulot. Et voilà pour notre récap Ligue des Champions de la semaine. Je crois que c'est la 3e vidéo que je fais en 18h. Mes yeux qui sont en train de se fermer tout seuls là. Donc je vais aller faire une petite sieste. Une bonne nuit de sommeil surtout. Et on se retrouve demain pour un tirage. Donc je serai en pleine forme. Vous aurez aussi samedi une petite draft très spéciale. Une draft des 8e avec Stan. Qui va être... qu'on tourne là dans quelques instants. Donc ça va être costaud ça aussi. Mais voilà, beaucoup de contenu qui viennent sur les prochains jours. Je pense qu'on va terminer février. Il reste 8 jours en février. 8 jours. Ouais, 8 jours, 8 vidéos. Ça me semble être un programme tout à fait correct. Prenez soin de vous les potes. Passez une excellente soirée. Et on se dit à demain. Bisous.